Regarde sur la petite flèche, peut-être à côté, non? Je pense que ça change rien. Je t'adresse. Paramètres vidéo. Bonjour, bonjour. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde d'arrivée. Bonjour et bienvenue. Donc, on ne va pas vous faire patienter. On va démarrer tout de suite tranquillement donc, sur la présentation. Donc, ravie de vous accueillir pour notre rendez-vous mensuel, donc notre café digital. Donc, aujourd'hui, on accueille Patrick Lesage de Performance et Mieux-être. Donc, Patrick est un spécialiste sur la gestion du sommeil et de la vigilance. Donc, l'objectif est vraiment de vous donner des informations utiles et de répondre à vos questions. Puisque je pense qu'on a déjà tous et toutes eu des problèmes d'endormissement, etc. Alors, avant de commencer, donc rapidement, la présentation d'Interpro-Formation. Donc, c'est une équipe de 3 personnes avec 2 certifications qualité et Calliope. On est aussi membre de la FFP. Donc, on travaille aussi bien avec des entreprises qu'avec des agences de travail temporaire, qu'il s'agisse de formation ou d'organisation d'événements. Hein, ça peut être des séminaires, etc. Donc, on a de nombreuses formations dans différents domaines d'activité, que ce soit en management, que ce soit en commercial, en juridique, et de plus en plus de formations en développement personnel ainsi que du coaching. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 40 formations au catalogue, dont la gestion du sommeil dont Patrick va nous parler ce matin. Alors, pour vous présenter Patrick, donc Patrick, tu m'arrêteras bien évidemment si je dis une bêtise. Donc, avant de créer son cabinet Performance et Mieux-être, Patrick a travaillé dans différentes entreprises qui allaient aussi bien de la TPE aux grands groupes tels que PSA, Crédit Agricole, où il faisait de l'encadrement d'équipe, ce qui lui a permis et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une vision concrète des problématiques auxquelles peuvent être confrontés les salariés, mais aussi les impacts du travail sur la vie familiale. Parce qu'on y est effectivement tous confrontés. Donc, Patrick est aussi sophrologue praticien certifié en cohérence cardiaque et en psychologie positive. C'est également un conférencier expérimenté qui a déjà réalisé des centaines de conférences, que ce soit en France ou en entreprise. Donc, l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des salariés tout en favorisant l'efficacité au travail et la performance de l'entreprise sont les maîtres mots de ces conférences. Heureusement que j'ai mes notes, Patrick, hein, c'est pas simple. Donc, Patrick est membre également de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Il a d'ailleurs écrit un livre, hein, c'est pour ça qu'on voit la petite photo là, qui est parue aux éditions d'Uno, 2 heures chrono pour mieux dormir. Donc, ces conseils concernent notamment les bienfaits de la sieste sur la performance, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour mieux dormir. Et pour avoir fait une formation effectivement avec lui, il a des petites techniques sympas pour favoriser l'endormissement. Voilà, et bien, je te laisse la main, Patrick. Merci beaucoup, Graziella. Merci pour ces mots. Donc, je précise de suite que je ne suis pas médecin, même si effectivement il est précisé que je suis membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, tout simplement parce que j'ai quand même suivi une formation à la faculté de médecine et que, muni du diplôme et de l'expérience que j'avais en entreprise, j'ai pu être coopté. Donc, je ne suis pas médecin. Voilà. Et de toute façon, il ne s'agit pas de faire des consultations, il s'agit là de vous donner quelques recettes dans un temps court, puisque je n'ai plus que 55 minutes. Alors, vous avez vu derrière moi un petit clin d'œil à Pesquet qui va décoller tout à l'heure. Hein, voilà. Et nous, le compte à rebours est commencé, puisque j'essaierai d'atterrir pour 12 heures. Voilà. Donc, bienvenue à tous. On va commencer par un petit quiz, que vous gardez les réponses pour vous. Hein, voilà. Bon, on verra à la fin, par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on grandit la nuit? Est-ce que la Lune influence réellement le sommeil? Est-ce que s'endormir avant minuit, est-ce que c'est plus récupérateur? On entend ça parfois. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un petit coup de pompe souvent après déjeuner? Est-ce que c'est lié principalement au repas? Est-ce qu'on récupère complètement d'une dette de sommeil? Est-ce qu'on récupère le week-end, par exemple? Est-ce que les femmes ont plus d'insomnie que les hommes? Est-ce que les hommes, eux, ils font plus d'apnée que les femmes? D'apnée du sommeil, s'entend, hein?
Est-ce qu'on dort mieux la tête au nord? Voilà. Est-ce que la température de la chambre est au minimum, pour bien dormir, de 19 degrés, par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il faut dormir 7h30? Alors, par nuit, j'aurais dû mettre par 24 heures, d'ailleurs. Hein. Et la plupart des outils connectés sommeil, puisque là, aujourd'hui, c'est l'explosion, hein. Est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Est-ce que le soir, il faut manger relativement peu? Ou peu, d'ailleurs. Pourquoi relativement? Voilà. Donc, on va essayer de débroussailler tout ça. Puis, en principe, à la fin, on fera un petit contrôle et on verra si vous avez trouvé des réponses un peu différentes à celles que vous avez données actuellement. Voilà. Donc, on ne parle jamais d'ailleurs de sommeil sans parler de vigilance. Hein, on a parlé de la Société française de recherche et de médecine du sommeil il y a quelques minutes. Et en fait, c'est la société dite savante. Mais il y a un institut que je pense qu'il faut que le grand public connaisse absolument, c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Ça, c'est l'organisme qui organise notamment la journée du sommeil, hein, qui était le mois dernier, bon, en virtuel, mais c'est l'organisme grand public. Vous pouvez trouver des sources tout à fait intéressantes et complémentaires à ce qu'on va faire sur un temps relativement court, puisqu'on n'a qu'une heure. Voilà. Donc, nous, on va voir quoi? Comment ça fonctionne, le sommeil? Parce que je pars du principe que si on comprend les choses, eh bien, on aura plus de facilité pour les mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est des choses assez simples, hein, quand même. Hein. On va voir un visuel simplement sur les impacts d'un mauvais sommeil sur la santé. Et puis, à la fin, la dernière partie, c'est on va reprendre certains éléments vus juste avant, mais pour une deuxième couche, pour que ça s'ancre bien chez vous, hein, voilà, on va faire ce qu'on appelle l'écologie du sommeil. En fait, c'est quelles sont des informations qui peuvent être utiles pour retrouver un sommeil récupérateur. Alors, pourquoi faut-il bien dormir? Après tout, il y a des gens qui pensent que c'est vraiment des pertes de temps, encore aujourd'hui, bien évidemment. On va dire que, schématiquement, l'organisme a besoin de se reposer, a besoin de faire quelques réserves énergétiques. C'est notamment vrai, d'ailleurs, pour cette courbe qui est celle la courbe de la pression artérielle, hein, la tension artérielle. Et vous voyez, en journée, vous savez, ces fameuses, tu as combien de tensions? Ah, moi, j'ai 12,7, ah, d'accord, et toi, j'ai 14,18, ça fait beaucoup, ça peut-être quand même. Hein. Donc, vous voyez, c'est entre le jour et la nuit. Et vous voyez que ça, c'est cette période-là, qui est la période de nuit où la pression artérielle et la fréquence cardiaque baissent environ de 10 à 15%. Donc, tout le système cardiovasculaire aurait besoin de se refaire une petite santé, j'allais dire, la nuit. Sauf que si on fait des apnées, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un autre élément, c'est que certaines hormones vont plutôt être synthétisées lorsque l'on dort. C'est le cas de l'hormone de croissance. Donc, on commence déjà à avoir une petite réponse au questionnaire de tout à l'heure. Hein. Effectivement, l'hormone de croissance est synthétisée lorsque l'on dort. Alors, l'hormone de croissance, c'est toute notre vie, hein, y compris quand on est adulte. Certaines fonctions métaboliques, certains modes de fonctionnement de notre organisme va plutôt être le jour ou la nuit. Nous sommes, en tant qu'être humain, on est plutôt câblés pour vivre en journée et donc manger plutôt en journée. Et donc, on le verra tout à l'heure, il y a un mécanisme qui va bloquer un peu les intestins pour la nuit. Donc, voilà, la satiété, c'est plutôt la nuit et l'appétit, c'est plutôt en journée. D'ailleurs, on observe très souvent que les gens qui font des horaires atypiques, et notamment ceux de nuit, souvent développent de l'obésité parce qu'ils vont manger sans doute un peu trop, et un peu trop de choses grasses et sucrées d'ailleurs la nuit. Un petit circuit de la récompense par-ci, par-là. Voilà. Alors ça, c'est un point qui me paraît intéressant, parce que dans tout ce que je vais vous dire, il y a certains éléments que vous connaissez déjà, hein, d'accord? Puis d'autres peut-être que vous allez découvrir, comme là, peut-être ce qu'on appelle le système glymphatique. Le système glymphatique, en fait, c'est le nettoyage du cerveau. Et ça, ces premières communications officielles ont été faites sur la souris il y a une dizaine d'années, même pas, hein, il y a 9 ans, pour savoir comment cette usine, puisque le cerveau est quand même, si ça fait 2% du poids du corps, ça consomme 25% de notre énergie,
Donc, comme toute usine qui travaille, va produire des déchets. Ces déchets, il faut les évacuer. Alors, je suis très schématique hein, dans, dans mon approche, mais c'est juste pour une compréhension aisée. Donc, on ne savait pas comment se produisait cette évacuation des déchets parce que le cerveau est bien entouré, c'est assez étanche, hein, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors, j'essaie de ne pas être trop avec des mots trop techniques, mais il y a des mots que vous entendez de temps en temps, donc je pense qu'on peut les utiliser. Si ce n'était pas le cas, vous m'arrêterez. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour dire que vous pouvez remonter vos questions par le chat hein, au fil de l'eau et on fera des pauses comme ça de temps en temps, hein, d'accord, pour éviter d'avoir tout à la fin où on va précipiter. Donc, ce nettoyage du cerveau, en fait, il se fait par le système lymphatique. Alors, on entend parler des neurones, évidemment, mais beaucoup moins des gliales, alors qu'a priori, mais là, vous savez, moi, je dis, je suis un perroquet aujourd'hui, je dis la connaissance actuelle. Voilà. Donc, les gliales, on n'en parlait pas beaucoup. Il se pourrait que dans les années à venir, on en parle un peu plus, puisque le rôle auprès des neurones semble de plus en plus évident. Très schématiquement, on pourrait dire que les gliales vont supporter le neurone, vont servir de support, vont alimenter le neurone et vont évacuer les déchets, très schématiquement, d'accord? Voilà. Et donc, c'est par ce système-là que les déchets, donc à peu près 1,2 kg, 1,3 kg par an quand même, à évacuer. Hein. Ça fait quelques grammes par nuit, évidemment. Il faut les évacuer. Et s'ils ne s'évacuent pas, parce que ce système lymphatique ne fonctionne pas bien, eh bien, il y a des amas qui vont se faire et des protéines qu'on peut retrouver dans des maladies neurodégénératives. Donc, vous voyez, on commence à faire des liens entre certaines maladies neurodégénératives et certains troubles du sommeil. Défense immunitaire, on le voit bien actuellement avec Covid, hein, c'est assez moyen. Et ceux qui sont plutôt en bonne forme résistent mieux à la situation. Donc, parce qu'effectivement, j'allais dire là aussi, le système immunitaire se refait une petite forme la nuit, quoi. Bon, je crois qu'on ne va pas insister là-dessus. Hein, si on ne dort pas assez, on n'est pas obligatoirement d'excellente humeur. L'apprentissage et la mémorisation, le sommeil a quand même une part conséquente. Hein. Et effectivement, des observations faites chez les ados, par exemple, montrent que les ados qui ne dorment pas assez ont la matière grise qui se réduit. Quoi, voilà. Donc, c'est hyper important pour l'apprentissage et la mémorisation. Bon, pour l'instant, on n'en est pas à dire qu'on apprend la nuit avec des systèmes où on partirait vierge de connaissances, on écouterait des choses et le lendemain matin, il y aurait la connaissance. Mais il y a notamment les équipes de Lyon sont tout à fait performantes sur tout ce qui se passe dans le sommeil, la mémorisation, etc. Et puis évidemment, on ne sera pas ni physiquement ni intellectuellement performant si on ne dort pas assez. Et évidemment, la vigilance, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en parlant de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. On est bien d'accord que le sommeil, c'est donc une perte de conscience, mais qui est réversible. Et le maintien de la vigilance, c'est je reste éveillé quand il le faut. Et oui, notamment sur la route. Alors, tout à l'heure, tiens, je ne sais pas moi, répondez par le chat, tiens, juste qui aurait des problèmes pour s'endormir? Vous dites simplement oui ou non, mais enfin, essayez de nous dire quelque chose et pendant ce temps-là, je continue. Donc, qui aurait des problèmes pour s'endormir? Pour s'endormir, on va essayer de respecter au moins 2 bonnes conditions, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pression du sommeil et puis le respect de notre horloge biologique. Là, voilà, vous êtes éveillé depuis ce matin. Si vous ne faites pas une grande sieste tout à l'heure, on va considérer que vous aurez une pression de sommeil, vous allez accumuler un besoin de sommeil. Et si vous allez vous coucher quand votre horloge vous dit OK, c'est le moment, alors vous aurez plus de facilité pour vous endormir. Ça veut dire que je suis en train de noter déjà l'importance de la régularité. Pour bien dormir, on verra que la régularité, ça ne veut pas dire d'ailleurs quelque chose de trop strict, mais la régularité d'endormissement, mais surtout, j'allais dire, la régularité pour se lever, c'est hyper important.
On parle de sieste, mais laquelle finalement? Alors, vous savez, il y a des gens qui vont vous parler de sieste flash, de sieste parking, de sieste royale, etc. etc. Ben moi, j'ai décidé de parler un peu différemment de la sieste, avec un langage qui est peut-être plus courant, puisque les tailles sont à peu près connues. Alors, la petite sieste de 5 minutes, bon, c'est une petite récupération tranquille. Alors, je vais aller voir, tiens, vos réponses là sur les conversations, ou si quelqu'un veut bien prendre la main de chez Interpro pour me dire combien on a de réponses oui pour les problèmes d'endormissement. Alors, il y en a, je vais te dire ça, Patrick, il y en a plusieurs. Il y a du oui, il y a du non, il y a du parfois, il y a… Alors, combien de oui? 1, 2… Pourquoi je ne vois plus le reste? Écoute, il y avait, je crois, 4 oui, aucun problème, légèrement, souvent. Il y a 2 souvent. D'accord. Oui, oui. Alors, et là, donc, si vous essayez cette petite pratique de vous coucher toujours à la même heure, ou pratiquement toujours à la même heure, en respectant, on va voir tout à l'heure, on va parler des tablettes, etc. etc. Voilà. Vous verrez, ça peut sans doute vous faire gagner de la qualité sur l'endormissement. Maintenant, on va parler des siestes, parce que ça peut être un inconvénient, la sieste. Donc, les petites siestes de 5 minutes, dès l'instant où on ferme les yeux, vous savez, on est en état de conscience modifié, les ondes cérébrales changent et on fait un petit repos. Là, 5 à 10 minutes, en gros, on se régénère pour l'heure à venir. Nous, ce qu'on aime bien, et celle d'ailleurs qui vous est conseillée par les sociétés d'autoroute notamment, c'est la sieste de 15 à 20 minutes, quoi. C'est-à-dire celle qui va vous éviter d'aller vers le sommeil profond. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand elle n'est pas calibrée, vous risquez de basculer vers un autre stade de sommeil et là, vous êtes un peu empâté quand vous sortez et en fait, le gain, il n'est pas du tout là. Le remède est pire que le mal. Et puis, il y a les siestes d'1h30. Alors, en général, on se retrouve dans ces siestes d'1h30 si on va s'allonger sur son lit. Et la chambre, c'est pas fait pour faire des siestes. Hein. La chambre, c'est fait pour dormir. Donc, il faut éviter d'aller s'allonger sur son lit. En revanche, quand on est travailleur de nuit, c'est quasiment obligatoire pour compenser la dette de sommeil. Mais pour nous qui sommes a priori des salariés ou des personnes qui vivons en journée, on la déconseille absolument. Voilà. Sauf si vous voulez faire la fête le soir. Hein. Voilà. Alors, les troubles du sommeil, on va passer assez rapidement. On va voir 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les dysomnies. J'aurais une question. Pardon? Oui. Au niveau de la sieste, oui. Comment on doit la faire hein, concrètement? Alors, comment on doit faire la sieste concrètement? Alors, très, très bonne question. En fait, déjà, on va se dire qu'on va mettre un moyen pour se réveiller. Donc, un réveil, la pendule, un moyen pour se réveiller. Parce que si vous avez un moyen pour vous réveiller, vous allez pouvoir lâcher prise, quoi, parce que vous êtes sûr de vous réveiller. Parce que si vous ne mettez pas un moyen pour vous réveiller, vous allez sans doute pas être tranquille, quoi. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous allez mettre peut-être des bouchons d'oreilles et des masques de sommeil pour justement limiter les pollutions extérieures. Je pense aussi, si vous aimez le café, vous pouvez prendre un café avant de faire la sieste. Avant de faire la sieste. Parce que la molécule, en fait, va mettre 10 à 15 minutes pour agir globalement, hein, population générale. Donc, va agir sur votre cerveau, donc va bloquer les systèmes d'éveil. Et ça tombe bien puisque ça sera le moment de repartir. Donc, on prend un café, on cale l'heure à 15-20 minutes, on s'isole avec des bouchons d'oreille ou des masques de sommeil. Voilà. Et puis, on va se relaxer, on va faire un espèce de scan corporel. Donc, pour ceux qui ont fait de la sophro, par exemple, c'est assez facile. Mais en gros, on va se centrer de la tête aux pieds comme ça. Et on va essayer sur chaque expiration, de bien relâcher tous les muscles. Et on va faire d'abord la tête, hein, et puis après, on va descendre les épaules, les bras, etc.,
sur chaque expiration, parce que sur chaque expiration, bon là on n'a pas le temps, mais si vous preniez votre pouls, vous pourrez le faire après, vous prendrez votre pouls et vous allez vous centrer sur votre pouls et vous allez inspirer normalement et souffler très 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 lentement. Et vous verrez que votre pouls va baisser. Le système parasympathique se met en place, c'est-à-dire on baisse la tension et les rythmes du système cardiaque sur l'expiration. Donc ça veut dire aussi que pour vous endormir, c'est aussi une technique. Hein. Vous centrez sur vous et vous inspirez, vous soufflez très 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 lentement. Voilà. Vous lâchez prise comme ça, et puis à un moment, au bout de 20 minutes, là, ça sonne, et là, on repart. Mais cette fois, on va se dynamiser, ça, on va dire des respirations à l'inverse de celles que je vous ai données tout de suite, c'est-à-dire on va inspirer, et vraiment pour se dynamiser, on actionne le corps aussi pour bien se réveiller, parce que je vous rappelle qu'on est en état de conscience modifié. Voilà. Merci pour cette question. Donc, les dysomnies, donc, on peut commencer par les insomnies. Alors, je vais tout afficher. Si on a des douleurs, évidemment, ça peut nous enquiquiner. Alors, j'ai mis dans maladie, ménopause et prostate, ce n'est pas vraiment des maladies, mais ça impacte tout le monde ou quasiment, hein, d'accord? Donc, c'est effectivement des bouffées de chaleur ou se lever pour aller aux toilettes, ce n'est pas terrible, ça va polluer vraiment. Et puis, bon, Alzheimer et son partenaire Parkinson, hein, les crises d'asthme, le rythme cardiaque qui évolue. Évidemment, anxiété et dépression voilà, sont très liés au sommeil, hein, évidemment. Pour information, d'ailleurs, l'unité sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris est juste à côté de l'unité psychiatrique. Hein. Les personnes venant travailler notamment dans des salles de lumière. Et puis, parfois, certains médicaments vont nous poser des soucis, comme la cortisone, qui est plutôt un système éveillant. Donc, si on prend le soir, c'est un peu embêtant. Et les somnifères, qui sont plutôt des anesthésiants que des choses qui vont vous faire dormir. Voilà. Les hypersomnies, narcolepsie, par exemple, et puis les troubles du rythme. Je vous ai parlé de régularité tout à l'heure. C'est hyper important. Donc, quand vous êtes en horaire atypique, par exemple, quand vous êtes pilote, personnel navigant, plus précisément, etc., vous avez des rythmes qui sont complètement chamboulés, ce qu'on appelle le jet lag social. Alors, on a une autre série, des parasomnies. Donc là, vous voyez, on a toute une kyrielle ici d'événements qui se produisent, qui ne sont pas dramatiques. Hein, voilà. Mais ce qui est important pour vous, si vous voyez des choses qui se présentent dans votre vie, hein, si vous voyez des modifications dans votre sommeil, parlez-en à votre médecin généraliste. Et si lui, il peut avoir des difficultés pour vous répondre, parce qu'aujourd'hui, encore, en 2021, l'enseignement du sommeil n'est pas quand même quelque chose de très développé à la fac de médecine, ça se fait qu'en formation supérieure, c'est-à-dire après des spécialisations, vous voyez. Donc, le médecin vous orientera, lui, vers des somnologues qui pourront vous aider. Les apnées, alors, ça, ce sont quelques indices, parce que c'est hyper important. Moi, comme disait Graziella, je fais des conférences, mais aussi beaucoup de formations sur 1 ou 2 jours sur le sommeil. Les apnées, c'est important parce que parfois, c'est un peu négligé. Ce n'est pas simplement il ronfle bruyamment, parce que souvent, ça commence comme ça, effectivement. Ça commence très souvent par un ronflement bruyant. L'apnée, c'est un arrêt ou une limitation de la respiration supérieure à 10 secondes et plus de 5 par heure. La nicturie, c'est la personne qui va se lever la nuit pour aller aux toilettes. En principe, notre corps n'est pas vraiment prévu pour se lever plusieurs fois pour aller aux toilettes. Voilà. Donc, vous avez une personne qui ronfle bruyamment, qui fait des arrêts respiratoires, qui va aux toilettes. Là, on commence à se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup d'en parler au médecin. Après, on peut aussi avoir des sensations d'étouffement, la transpiration, des maux de tête, hein. La somnolence en journée, c'est assez bien caractéristique d'apnée. Mauvaise humeur aussi, problème de concentration, donc les risques d'accident, difficulté de mémorisation. En gros, on n'est pas opérationnel. Les apnées, c'est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires et les maladies du cerveau. Aujourd'hui, on dit qu'à peu près, il y aurait 1 million de personnes traitées en France et vraisemblablement 3, 4, 5 millions peut-être de personnes atteintes.
Donc, c'est hyper important. Alors, comment on soigne? Alors, je vous montre des outils un peu barbares, hein, évidemment. Ça, quand vous voyez ça, vous dites, ah, c'est pas terrible. Sauf que si vous avez dans votre entourage des gens qui ont ce type d'équipement, je pense qu'ils sont tous à dire, je revis depuis que j'ai ça, quoi. Donc, vous voyez, ce sont des équipements. C'est vrai que quand on l'aperçoit comme ça, on se dit, mince, je ne veux pas porter ça, mais quand on le porte, bon, après, ce sont aussi des petits boîtiers, des petits compresseurs comme ça. Alors, les gens disent, ouais, mais ça va faire du bruit. Non, 25 à 30 décibels, c'est quand même pas grand-chose. Hein, c'est beaucoup moins que votre lave-vaisselle quand il est en route. Voilà. Donc, ne négligez pas les apnées du sommeil. Ça, c'est quand même plutôt les hommes au départ. Bon, après, un autre phénomène qui est plutôt chez les femmes, on le rencontre beaucoup plus chez les femmes, ce qu'on appelle les impatiences ou les syndromes des jambes sans repos. C'est-à-dire le soir, la personne arrête de bouger, elle va s'asseoir, elle va regarder la télé, elle va lire, enfin voilà, elle ne bouge plus et elle va avoir des sensations un peu particulières dans les jambes. Et ces sensations vont a priori, c'est pas très violent en tant que force, enfin gêne. C'est de la gêne, mais ça fait pas très mal a priori. Les gens vont s'endormir, mais dans 80% des cas, vont avoir des mouvements périodiques de jambes la nuit, c'est-à-dire vont bouger l'orteil, la cheville, enfin vont bouger, donc vont faire des micro-éveils. Et ces micro-éveils sont comme d'ailleurs pour les apnées, font que le matin, on est fatigué. Donc déjà, pour retenir quelque chose, c'est le matin, est-ce que je suis en forme ou pas? Voilà, ça c'est le vrai critère. Après, on va voir que est-ce qu'il faut dormir tant d'heures, etc. On va voir que non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce qu'on peut être court ou long dormeur, on peut être du soir au matin, en fait, on s'en fiche un peu. L'important, c'est d'avoir son quota de sommeil. Imaginons quelqu'un qui vraiment couche tard, qui se couche à 2 heures du matin. Il a un boulot, ce personnage qui lui permet de se lever à 9 heures, par exemple. Il est en forme à 9 heures, il fait sa journée, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, dormir avant minuit, c'est une légende urbaine. Si on a le temps, on pourra la développer tout à l'heure, mais il me reste 32 minutes. Alors, Patrick, je te coupe un instant. Alors, on a une question de Catherine qui demandait quel remède contre les jambes sans repos. Alors, les remèdes, je vous ai dit, je suis pas médecin, mais dans les pistes, très souvent, que l'on peut trouver, c'est souvent des manques de fer ou de ferritine. Voilà. Et très souvent, quand on pose la question aux personnes, est-ce que vous connaissez vos taux de fer et de ferritine? Et très souvent, les gens disent, non, je suis faible. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs assez facilement, plus fréquemment chez les femmes enceintes, d'ailleurs au cours du dernier trimestre plutôt, et puis lorsque notamment les femmes ont des règles abondantes. Mais on peut trouver, parce que c'est lié au sang, hein, le fer et la ferritine, c'est lié au sang, on peut trouver aussi les membres, ça peut être les membres supérieurs, ce n'est pas que les membres inférieurs, hein. Attendez, je vais revenir juste. Hop. Voilà. C'est pas que les jambes, ça peut être donc les bras, et puis ça peut être les hommes, notamment donc les donneurs de sang. Mais très souvent, il suffit d'aller vérifier déjà son taux de fer et de ferritine, d'en parler bien évidemment à son médecin. Souvent, après on est sur des circuits de la dopamine, le circuit de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on peut trouver assez fréquemment des solutions médicamenteuses, il est vrai, mais ou alors trouver le problème d'être quand on va être vegan, par exemple, hein, on va supprimer tout apport animal. On sait que le fer, qu'on appelle hémonique, c'est-à-dire celui qui vient du monde animal, et se fixe plus facilement, alors c'est déjà compliqué, mais plus facilement que le fer non hémonique qui est lié au monde végétal. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir fixer le fer. Voilà. Ok, merci. Alors, donc on a vu court ou long dormeur, on s'en fiche un petit peu. L'important, c'est d'être en forme le matin. Donc, on n'a pas besoin de se coucher à 10h, 10h30 pour être en forme le matin. Non, parce que là, on va le voir. En fait, c'est ça. Après, on est sur les chronotypes. Alors, il y a des tests. Hein, vous faites le test de Horn et Ostberg, par exemple. Horn et Ostberg, c'est sur le chronotype.
il y a 19 questions et vous allez voir si vous êtes franchement du matin, un peu du matin, dans le mixte ou à l'inverse du soir. Mais les gens qui, autour de vous, alors ça peut poser des problèmes dans les couples, évidemment. Hein. Si on n'est pas coordonnés, un se couche à 21h et l'autre à 2h du matin ou 3h, le week-end, ce n'est pas très sympa parce qu'on n'est pas beaucoup ensemble. Voilà. Mais il faut respecter son sommeil et respecter, ça veut dire celui de l'autre. Eh oui. Et pour ma part, je suis un couche-tôt, hein, mais je suis debout tous les matins à 5h30 et ça va. Enfin, a priori, là, ça va. Mais il faut que les gens acceptent que l'on soit comme ça et que les autres vous acceptent aussi. Oui, ça dépend des personnes. Il y en a qui seront 5 heures dans une nuit leur suffiront et d'autres, il leur faut les 12 heures de sommeil, quoi. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que là, alors, il ne me reste que 28 minutes, donc je vais faire très attention. Mais merci pour la question. En fait, dans la population générale, ce qui est dit globalement, c'est que une personne qui a moins de 6 heures de sommeil par 24 heures a des réflexes, à la fois cognitifs et manuels, équivalent à une personne qui a une alcoolémie de 0,5 g. Et quand on est 24 heures sans dormir, eh bien c'est 1 gramme. Bon, il s'avère que de temps en temps, je fais des formations à des navigateurs, par exemple, et on sait très bien qu'en bateau, hein, les gens qui ne dorment pas assez, eh bien, non seulement ils ont des hallucinations, etc., mais ils craquent, quoi. Ils n'ont pas les bons réflexes, etc. Donc, en gros, en dessous de 6 heures, c'est d'ailleurs, alors merci pour ça, parce qu'en gros, on dit en dessous de 6 heures et au-dessus de 11 heures pour un adulte, on va dire, on commence à se poser des questions, quoi. Et effectivement, il faut faire attention aux gens qui disent « Ouais, j'ai besoin… » Alors, ça existe, hein, des gens qui n'ont besoin que de 5 heures, mais ce n'est pas ce qui est le plus courant. En tout cas, il faut faire très attention. Alors, pour savoir quel est le nombre d'heures dont on a vraiment besoin, il suffit de regarder comment on fonctionne quand on est en vacances, quand on n'a aucune contrainte. Et du coup, là, on a la vérité des prix, j'allais dire. Hein, on se couche quand on veut, etc. Alors, on parlera peut-être de l'expérience, mais on n'aura peut-être pas trop le temps, la Deep Time, qui est en train de se dérouler actuellement, où certains déjà actuellement pensent qu'ils sont à 20 jours de cycle, d'autres c'est à 24 et d'autres à 26 jours, vous voyez. Donc, cette perception du temps aussi très différente, et ça veut dire que c'est vraiment leur prototype qui va sortir. Et puisqu'on parlait de Thomas Pesquet tout à l'heure, je crois savoir que Bodycap, qui est une entreprise de Caen, qui fournit Thomas Pesquet, enfin en tout cas qu'il avait fourni sur la dernière mission, et là il me semble que Benoît Mauvieux, donc de l'université, est en train de régler aussi des appareils, mais cette fois pour le Deep Time, pour mesurer la température interne, puisqu'en fait c'est la température centrale qui est intéressante comme repère. Pardon. Voilà, donc on se méfie, hein, vous voyez, les ados qui ne dorment pas assez ou trop, il faut faire aussi attention. Donc il n'y a pas de règle, il ne faut pas dormir 7h30, non. On dit que la moyenne c'est à peu près ça, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, les femmes, est-ce qu'elles ont plus d'insomnie que les hommes? Eh bien oui, voilà. Voilà, au cours de la vie, ce que ça donne. Vous voyez, donc, les jeunes femmes, les jeunes filles, regardez, les garçons, ils sont à 3% d'insomnie chronique et les filles, elles sont déjà à 21%. Donc, 1 sur 5, pratiquement toute la vie. Après, les explications, elles sont plutôt là. Excusez-moi. Voilà, effectivement, et notamment les fluctuations hormonales qui sont à l'origine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps si on n'a pas notre quota de sommeil, c'est-à-dire, par exemple, là, un coucher tardif, donc on va avoir une dette de sommeil. On aura envie de dormir en journée, donc on prendra peut-être de quoi se stimuler. Hein, vous voyez, en fonction de votre âge, vous choisissez en magasin ce que vous voulez. Voilà. Et puis, si vous avez envie de dormir, vous irez peut-être faire une sieste. Mais si vous prenez des choses pour vous réveiller, vous ferez peut-être des insomnies. Mais si vous faites des siestes, on l'a vu tout au début, là, on fera peut-être des insomnies d'endormissement. Alors, qu'est-ce qui va se passer le week-end? L'ado, il se lève à quelle heure? 11h, midi? Il nous fait un petit jet lag New York-Paris.
Comment voulez-vous qu'il ait de la pression de sommeil s'il se lève à midi? Et hop, en boucle. Je vous propose de ne pas me poser de questions sur les ados parce qu'on va partir pour… on va exploser le temps. Mais ce n'est pas simple. Dommage. Alors, on poursuit maintenant justement avec notre horloge. Chacun a derrière les yeux là, un petit croisement, au croisement des nerfs optiques. Là, on a notre horloge principale. On va dire ça comme ça, d'accord? Cette horloge, elle est vraiment personnelle. Donc, pour les couche-tôt et tourne en dessous de 24 heures, c'est-à-dire elle est rapide, cette horloge, et c'est pour ça qu'on va se coucher, parce qu'on a fait le boulot, en gros, quoi. Alors que pour les couche-tard, elle est plus longue. Voilà. Alors ça a déjà été observé il y a très longtemps, notamment dans les années 60, avec les expériences de Michel Siffre. Mais comme cette horloge, elle n'est pas pour tout le monde la même chose, le premier donneur de temps, c'est vraiment la lumière, et notamment la lumière du jour. Donc, il est important d'aller le plus souvent possible le matin dehors, ou en tout cas d'avoir de la lumière le matin. On verra pour la luminothérapie comment on peut faire. Et puis, le deuxième donneur de temps sont tous les moments sociaux, donc le sport, les amis, les enfants, le boulot, enfin, etc. On va survoler notre horloge. On va commencer par la sécrétion de la mélatonine, qu'on appelle assez couramment hormone du sommeil, donc on va la garder pour ça. Cette hormone du sommeil, elle est très sensible à la lumière, et notamment la lumière bleue. Ça veut dire que la lumière bleue, c'est d'abord la lumière du soleil. Hein. Actuellement, là, on a un beau soleil, c'est de la lumière bleue qui nous arrive. Mais c'est aussi tous ces engins de malheur ici. Voilà. Peut-être aussi, maintenant, quand vous choisissez vos ampoules, vous allez regarder le nombre de K, hein, peut-être. Et ça veut dire que le soir, ces lumières rouge-orangées, là, à 2-3 000 K, c'est plutôt pas mal. Ça ne va pas vous bloquer la mélatonine. En revanche, vos tablettes qui sont à 7 000 K, là, vont vous bloquer la mélatonine. Et en tout cas, elles vont retarder l'arrivée de la mélatonine. C'est pour ça qu'on propose de lâcher les tablettes, les ordis, les smartphones, 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. 1 à 2 heures. Oui, je sais, je vois des yeux qui se lèvent là. Mais vous m'avez demandé des tuyaux, je vous en donne. Voilà. Maintenant, je me permets d'intervenir. Il y a des personnes qui pensent que regarder la télé ou leur téléphone, etc., ça permet d'endormir. Mais oui. On sait que ce qu'il est dit, c'est que normalement, les écrans, on doit les enlever avant. Alors c'est quoi? C'est psychologique parce qu'ils se disent que ça va les endormir parce qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués. Et… Oui. Alors bon, là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais nous, on fait une différence entre fatigue et envie de dormir. La fatigue, c'est je n'ai pas la force physique ou mentale pour faire quelque chose. Envie de dormir, je ne peux pas résister. D'accord? Maintenant, quand on dit ça, on va le voir, tiens, par rapport au repas tout à l'heure, je vous donnerai la réponse dans 3 slides. En fait, vous faites quelque chose se passe à ce moment-là et vous allez attribuer la conséquence au phénomène. Alors, on fait une erreur. Non. Alors, moi, je n'ai pas parlé de télé d'ailleurs tout à l'heure. Hein. La télé, ce n'est pas très, très gênant puisqu'elle est beaucoup plus loin en général de la rétine, de l'œil. Et en général, il y a de la lumière autour. Voilà. Comme celle qui doit se refléter dans mes lunettes. Donc, non, c'est plutôt cette lumière. En fait, c'est… manifestement, la lumière bleue, ça bloque la mélatonine. Donc, c'est plutôt, donc, je répète, tablette, smartphone et ordi. Parce que vous êtes à quelques centimètres et ce n'est pas la télé tellement. Après, ça peut être votre doudou pour vous endormir aussi, hein, la télé dans la chambre. Ce n'est pas vraiment ce qu'on préconise, mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. C'est son petit… si c'est un moyen, un repère, mais la télé n'endort pas. Non, c'est vous vous endormez devant la télé. Moi, j'entends souvent les gens dire « Oui, la télé me regarde. » Oui, d'accord, mais il faut repérer que c'est simplement à ce moment-là qu'il faudrait être dans son lit. Dès que moi, je vous ai dit, je suis couche-tôt. Qu'est-ce que je fais? Les émissions m'intéressent le soir. Je commence à regarder, je mets l'enregistrement. Et dès que je sens quelque chose, 5 minutes après, je dors. 5 minutes. Essayez. Ne me croyez pas, mais essayez.
Je passe rapidement sur l'arrêt des intestins, voilà, donc le mouvement des intestins, sommeil profond, température la plus basse vers 4-5 heures. Et puis la mélatonine s'arrête toute seule en principe. Voilà. Mais certains, notamment en hiver, on peut avoir besoin d'utiliser la lumière, cette fois, pour nous réveiller. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les simulateurs d'aube. Alors, les simulateurs d'aube, voilà, en voilà un, hein, par exemple, vous voyez, c'est en fait c'est une machine qui va. Alors, je vais vous montrer là en 10 secondes ce que ça fait en gros en 20 à 40 minutes. Vous voyez que ça envoie hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, ces machines-là, ça, c'est vraiment un beau cadeau, ça. Hein. Bon, seul inconvénient, si le couple ne se lève pas à la même heure, voilà. Et ça, en fait, si vous faites l'expérience, vous fermez les yeux là, voilà, et passez votre main devant votre visage, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez rien. En revanche, il y a un changement de luminosité. Ça veut dire que le message lumineux arrive à votre cerveau, y compris les yeux fermés. Ça veut dire que dans votre chambre, il ne faut aucune lumière, de préférence. Et donc, si le message lumineux arrive à votre cerveau, ça veut dire que le matin, avec cette machine, ce simulateur d'aube, eh bien, vous allez vous réveiller tranquillement. J'accélère hein, pour être dans les temps, madame. Meilleure vigilance vers 10 heures, il y a des tas de choses qui ont été mesurées, et la baisse de vigilance. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est peut-être pas la digestion. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On va regarder notre courbe de température. Température interne. Alors, on va zoomer un petit peu. Et en fait, je vous ai parlé de Pesquet, et vous voyez, ici, en 2017, ben, je me suis adressé chez ce fournisseur là, qui s'appelle Bodycap, et j'ai avalé un capteur de température pour mesurer toute ma température interne et voir les fluctuations et les comparer à des courbes théoriques que l'on peut voir. Et regardez, ça c'est une courbe théorique. Le soir, on peut avoir vers 18 heures à peu près 38, ça c'est pas complètement anormal, hein. Ça descend, ça creuse complètement. Vers 4-5 heures, on a dit on a le froid, ça remonte et là il y a une baisse de température. Et cette baisse de température, c'est elle qui va nous endormir en fait. Donc c'est pas lié au repas. Maintenant, si vous mangez une choucroute et vous buvez 2 bières, oui, ça tasse un peu. Mais malgré tout, c'est principalement parce qu'il y a cette baisse de température que l'on va s'endormir. Et regardez ma courbe qui est donc issue d'Excel. Regardez, c'est quasiment la même courbe. Hein. Si on rapproche cette courbe des accidents, ben regardez, plus la température est basse, plus on a un nombre d'accidents. Donc vraiment, c'est le froid, cette baisse de température qui fait qu'on est moins vigilant. Alors ça, c'est voilà. Bon, ça c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur Combini, qui a été tournée l'année dernière. Bon, voilà, je vous la remontre. C'est juste pour faire la sieste. Elle fait 2 minutes. C'était très amusant à tourner. Voilà. Maintenant, les trains du sommeil. Les trains du sommeil, on va dire qu'on est en phase d'endormissement, puis on va avoir du sommeil lent. Du sommeil lent très léger, puis léger, voilà, et puis du profond et du très profond. Ça, c'est le stade qu'on appelle sommeil lent, c'est-à-dire à onde lente. C'est-à-dire, en gros, on va partir de 13 Hertz, 13 oscillations par seconde, à 0,5 à 4 Hertz en très profond, ici. Et donc, en fait, les ondes elles vont être de plus en plus hautes et de plus en plus larges. Ça veut dire que le cerveau, il travaille de moins en moins. Il est moins actif. Et puis, on arrive sur du sommeil paradoxal. Alors, sommeil paradoxal, c'est en fait, pourquoi il est paradoxal? Votre cerveau, il est comme en plein jour, c'est-à-dire ici, mais votre corps, lui, il est complètement atone. Complètement atone, il ne bouge pas. C'est ça le paradoxe. Voilà, en gros, une nuit, hein, un peu schématisée, avec du sommeil très profond que l'on voit en début de nuit, hein, en gros sur les 2 premiers cycles. Schématiquement, c'est comme ça que ça se présente. Et puis du sommeil paradoxal qui est de plus en plus important. Et aujourd'hui, on considère que c'est principalement dans ces phases de sommeil très profond qu'on récupère physiquement et que c'est dans tout ce qui est sommeil paradoxal que l'on va avoir tout ce qui est plutôt cognitif. Je dis plutôt parce que ça bouge beaucoup la connaissance. Hein, et notamment aussi quand on rêve, et tout le monde rêve, hein, mais on ne s'en souvient pas tous, et quand on se souvient de ses rêves, très souvent c'est en fin de nuit, parce que le sommeil paradoxal est plus important.
Attention à ne pas regarder l'heure. S'il vous plaît, ne regardez plus l'heure la nuit. Ça ne sert à rien, si ce n'est vous stresser. D'ailleurs, un réveil, c'est fait pour se réveiller. Ce n'est pas une montre. Le problème, c'est que, alors ça, c'est un sommeil, ce n'est pas le mien tout à fait, mais en tout cas, c'est, on va dire, troisième âge, voire quatrième. En fait, on a un sommeil qui se déstructure un petit peu, et le sommeil profond s'écroule, et puis on a des réveils intra-sommeil, vous voyez, qui sont plus importants. Et si vous regardez l'heure, docteur, je ne dormais pas, il était 1h23. Ben, docteur, je ne dormais pas, il était 2h. C'est vrai, sauf qu'entre-temps, vous avez eu des phases de sommeil. Donc, ne regardez plus, s'il vous plaît, l'heure la nuit, ça ne sert à rien. Et si vous voulez être sûr d'être réveillé parce que vous dites je prends le train ou je ne sais quoi, mettez, comme je le fais quand je suis en intervention, mettez 2 moyens pour vous réveiller. Le smartphone sur mode avion, plus un deuxième réveil. Et vous êtes sûr. Alors, si les deux tombent en panne, mais vous n'aurez pas de chance. Hein. Voilà. Voilà. Je vais passer vite là-dessus parce que c'est un peu plombant. En gros, vous voyez… Tu sais, tout à l'heure, si je peux me permettre, tout à l'heure, tu parlais d'horloge. Oui. L'horloge, elle peut varier dans le temps? Relativement peu. Donc, il y a une partie déjà un peu, j'allais dire, génétique. Dans les familles, on voit bien qu'il y a quand même des rapports entre les ascendants et descendants sur le mode de l'horloge et qu'elle est relativement stable. On peut la travailler, mais… c'est compliqué. Donc, généralement, sauf si moi j'ai des copains qui m'envoient des vidéos à minuit, hein, mais ils sont derrière leur écran. Oui. Donc, si vous laissez votre horloge fonctionner normalement, elle est relativement stable tout au long de la vie. Bon, sauf qu'on voit à la période de l'adolescence où on a un retard de phase naturel. Et quand on arrive en fin dire après son activité professionnelle, on va dire au-delà de 60 ans par exemple, on commence à avoir une avance de phase, c'est-à-dire qu'on va se coucher peut-être un petit peu plus rapidement. Mais c'est relativement stable, on ne passe pas d'un extrême à l'autre. Ok. Alors, les outils connectés, on s'en méfie, hein, parce qu'à force de vouloir être trop proche de ce que serait un bon sommeil, on va devenir malade, quoi. Donc aujourd'hui, les outils connectés, je vous ai montré, je vous apporte 2 choses. Dream, alors ça ne se commercialise plus pour le grand public, mais je pense que demain, comme outil, je ne sais pas si Pesquet, c'est ce qu'il a emmené, en tout cas, je sais qu'il y a des expériences qui vont être faites avec des équipements de ce type-là, mais ils ont arrêté la commercialisation auprès du public, du grand public il y a peu de temps. En revanche, tous les labos de sommeil en France sont intéressés par les données. En fait, ça remplace des nuits à l'hôpital avec des tas de capteurs et des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi donc dans la santé connectée des entreprises, je vous ai parlé de Bodycap tout à l'heure, avec qui je n'ai aucun intérêt. Je vous le dis tout de suite, je ne suis même pas sûr qu'ils vendent aux particuliers. Mais il y a des gens sérieux, puis après, il y a des gadgets, quoi. Voilà. Cependant, ça va très, très, très vite. Ça va très, très vite et je pense que demain, le sommeil, les suivis avec des trackers comme ça sera plutôt pas trop mal. Mais aujourd'hui, c'est encore faire très attention. Les solutions. Psychotropes, on fait attention parce qu'ils agissent sur le système nerveux central. Mais quand c'est nécessaire, il faut prendre des médicaments, à condition de ne pas rester accro. On peut faire des thérapies comportementales et cognitives, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux gens à avoir certains comportements après leur avoir expliqué un certain nombre de choses. Ça marche très, très bien. Et puis, on peut mettre en place une écologie du sommeil, ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes qui me restent. Voilà. Bien aménager sa chambre. Ça, c'est hyper important. La chambre est un endroit où on se repose, on récupère, quoi. Donc, il faut que ça soit une pièce agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température de la pièce, eh bien, elle est plutôt, allez, on va dire, 17-18 degrés, quoi. Ça veut dire que moi, je pense sincèrement que ne pas avoir de chauffage dans une chambre, c'est bien. Alors, quand je dis ça, en général, j'entends des cris assez… sauf que c'est dans la tête. Parce que si vous avez froid, quand vous entrez dans la pièce, entre les draps, la température, ce n'est pas parce que vous chauffez la pièce que ça va chauffer entre les draps. Et c'est aussi quand vous glissez dans les draps, entre les draps que c'est un petit peu frais.
On s'aperçoit qu'au bout de quelques minutes, finalement, le corps a repris un petit peu. Donc vraiment, moins, s'il n'y a pas de chauffage, pas beaucoup de chauffage, ça évitera d'avoir un air trop sec qui va attaquer les voies aériennes supérieures, etc. Il est important aussi d'aérer la pièce le soir, d'ouvrir la pièce le soir, en fait, renouveler l'air. Parce que dans nos pièces, il y a beaucoup de polluants, hein. Les aérosols, les peintures, tous les solvants, ce qu'on appelle les composés organovolatiles, qui vont polluer cet air. Et souvent, la pollution interne est supérieure à la pollution externe. Donc, ouvrir les fenêtres le soir 10 minutes, c'est plutôt pas mal. Concernant la literie, quand on est en couple, 2 sommiers, 2 matelas, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a encore dans les têtes quelques blocages. Hein. On n'est pas dans le même lit. Oui, si, mais c'est pas grave. D'abord, chacun peut avoir un besoin particulier de fermeté ou de souplesse. Et puis, les poids entre hommes et femmes ne sont pas toujours identiques. Hein. Donc, voilà, ça nécessite parfois une structure de literie un peu différente. Étanche à la lumière, vous avez compris avec mon histoire tout à l'heure de fermer les yeux. Alors, je suis en train de chercher, j'avais mis de côté un petit ruban adhésif, vous savez, ce qu'on appelle du scotch, hein, tout simplement, le scotch type d'électricien, que j'ai toujours avec moi dans mes déplacements professionnels, parce que quand on va à l'hôtel, il y a toujours ces petites loupiottes là, de veilleuse télé, si ce n'est pas l'horloge du micro-ondes, etc., qui sont des vrais polluants, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est que la pièce soit la plus étanche possible au bruit et à la lumière. Voilà. Ça, c'est le premier point. Couvre-feu digital, oui. Hein, la tablette, elle ne vous endort pas, ça c'est sûr. En revanche, elle peut vous empêcher de vous endormir, ce que je disais tout à l'heure, pour éviter ce blocage de mélatonine. L'alimentation, aujourd'hui, mais là encore, il y a différentes écoles. Hein. On va avoir des gens qui vont dire non, il faut faire les jeûnes 16-8, etc. Oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais on reste quand même à peu près dans la perspective de dire que c'est le matin, il faut apporter des protéines au corps, parce que c'est là que le corps va démarrer. Hein, voilà. Encore des protéines un petit peu sur le midi. Une petite collation vers 17h, c'est plutôt intéressant, avec des amandes, noisettes, du chocolat, c'est pas mal non plus, à condition de rester raisonnable. Et au-delà, par exemple, de 75% de cacao. Et puis le soir, des légumes, des légumineuses, voilà. Ça peut être aussi de la viande blanche, hein, voilà. Mais le soir, il faut manger. Ce n'est pas peu manger, c'est manger de façon adaptée. Parce que le corps travaille beaucoup, la nuit, le cerveau travaille beaucoup, hein, vous l'avez compris. Donc, il faut lui apporter de quoi, ce qu'on appelait les sucres lents, hein, auparavant. Donc, pour pouvoir être libéré tranquillement dans le corps et alimenté, pour ne pas être réveillé par la faim notamment. Le café, on se méfie après 14 heures, hein, parce qu'il y a une inertie dans la demi-vie du café, c'est à peu près 4 à 5 heures. Et donc, le quart de vie, c'est 7-8 heures. Donc, il ne faut pas cumuler le café. Et donc, on essaie d'arrêter vers 14 heures. La régularité, c'est important, et notamment du lever, y compris le week-end. À la grasse matinée est une très mauvaise idée. Hein, voilà, très mauvaise idée. Voilà. Les rythmes, voilà, c'est la transition avec la ligne suivante. Dans une chambre, qu'est-ce qu'on fait ? On dort et puis on se retrouve avec son conjoint, quoi, en gros. Hein, voilà. Ça veut dire que l'efficacité du sommeil va se calculer comme ça. C'est le rapport du temps de sommeil par rapport au temps passé dans son lit. Donc, si vous êtes, imaginons, vous réveillez, vous avez l'impression, parce que vous ne regardez plus l'heure, c'est ce que j'ai entendu là tout à l'heure, vous avez l'impression que ça fait plus de 20 minutes, vous êtes super réveillé, vous vous levez, vous allez dans une autre pièce, et vous allez, par exemple, bouquiner, pourquoi pas regarder la télé, hein. Pas la tablette, bien sûr, mais pourquoi pas la télé. Et puis, au bout d'une heure et demie, voilà. Parce que si vous avez loupé le train, il ne revient qu'une heure et demie après. Hein. Donc, si vous restez dans votre lit, voilà. Et votre cerveau, il va se dire, moi, finalement, ce n'est pas là que je dors. La lumière, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, le matin, plutôt, pour recaler l'horloge. On peut aussi utiliser de la luminothérapie. Alors,
Je vous ai apporté aussi 2-3 petites choses, comme des lunettes de luminothérapie. Voilà. Ça, c'est de la luminothérapie portative, voilà, et qui, notamment l'hiver, quand on a un manque d'ensoleillement, peut tout à fait être intéressant pour recaler l'horloge. D'accord? Donc voilà, ça c'est un produit. Et puis vous avez d'autres éléments tels que celui-ci. Aussi, ça jette, hein, ça envoie un petit peu. Voilà. C'est de la lumino. Hein. Et auparavant, on s'en servait beaucoup pour les dépressions saisonnières. Et aujourd'hui, ça peut tout à fait être associé à d'autres pratiques, notamment pour la dépression tout court. Donc, la luminothérapie, c'est quelque chose d'important pour bien faire l'alternance aujourd'hui. Et puis, bien sûr, faire de l'activité physique hein, pour avoir un meilleur sommeil lent profond, plus tôt le matin, parce que si vous faites du sport le soir, vous allez monter votre corps en température, donc éventuellement, si vous couchez trop tôt, avoir un petit souci d'endormissement, plutôt à l'extérieur et de l'endurance. Et puis, on apprend à se relaxer, bien sûr. Alors, les techniques, elles sont nombreuses. Il faut trouver celle qui vous convient. Bien sûr, vous pouvez aller vers la phytothérapie, des huiles essentielles, mais parlez-en à votre pharmacien. Parce que votre pharmacien, lui, il connaît les traitements que vous avez en cours. Et ces traitements peuvent être pollués, soit renforcés, soit diminués par des huiles essentielles ou de la phyto. Donc, faites très attention à ça. Voilà. Pour résumer, ce qu'on peut faire ou pas faire. Alors, le chat, je n'en ai pas parlé, hein, mais la présence d'un chat dans une chambre, ça peut être embêtant, tout simplement parce que lui, il vit plutôt la nuit, hein, il se lève, il vient vous voir, il monte sur le lit, vous ne le percevez pas, vous ne le sentez pas, mais vous faites des micro-éveils et vous pouvez être fatigué le matin. 2 minutes pour finir avec le petit quiz. Est-ce qu'on grandit la nuit? Oui, on l'a vu avec l'hormone. Est-ce qu'elle influence la Lune? Il n'y a pas de certitude, même si aujourd'hui, on aurait tendance à dire que oui, un peu, mais il n'y a pas, c'est pas un consensus, vous savez, c'est pas net. Voilà. Il semblerait qu'il y ait un petit peu de retard de l'endormissement, sommeil lent profond, la durée totale de la nuit est aussi modifiée, enfin, mais ce n'est pas si évident que ça. Dormir avant minuit, plus récupérateur, on a dit non, puis ça dépend du chronotype. Sommeil paradoxal, celui des rêves, non, parce qu'on rêve ailleurs, mais on ne s'en souvient pas, on va dire ça comme ça. Le petit coup de pompe vers midi, c'est plutôt lié au repas? Non, c'est plutôt lié à une baisse de température. Maintenant si je vous dis, si vous mangez trop chargé, ça ne va pas aller. Le week-end, est-ce qu'on récupère? Non, ce n'est pas l'ardoise magique, hein, on ne récupère pas si facilement que ça. Les femmes ont plus d'insomnie, oui. Les hommes ont plus d'apnée, oui. La tête au nord, on n'en a pas parlé, mais est-ce que quand vous allez à l'hôtel, vous demandez une chambre qui n'a pas la tête au nord? Je ne suis pas sûr. Hein. Température est mini de 19, non, c'est vraiment un maxi. 7h30, non, c'est la moyenne recommandée, mais ce n'est pas ça. Les outils connectés sont-ils fiables? Non, globalement non. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut peu manger? Non. Et voilà, il est 12h. Timing parfait. Donc, j'ai respecté mon horloge. Hein. Bravo, comme montre de L'Oréal. Bravo, Patrick. Non, je suis disponible. Hein. Mais je voulais respecter ce contrat horaire. Parfait. Alors, est-ce que certains ont quand même des questions? Voilà, tout à fait. Alors, on vous enverra le replay comme d'habitude. Hein. Merci Séverine pour le commentaire. Alors, est-ce que l'on pourrait voir… Ah oui, le PPE, d'accord. Ok, je regarde en même temps. C'est trop froid, 17 degrés. Ça, c'est Lydie. Oui. Oui. Mais non, mais Lydie, elle dort avec 25 degrés, je crois, dans sa chambre. Ouais. Oui, alors le réseau Morphée est tout à fait intéressant, bien évidemment. Et notamment alors ça c'est pour le test de Horn et Osberg, mais Réseau Morphée a aussi de belles vidéos, notamment pour les ados. C'est un site très, très bien documenté, hein, vraiment. Sylvie Royan-Parola qui dirige ce réseau, que vous entendez sans doute aussi de temps en temps sur les médias, c'est très, très bien fait. Alors, le remède contre jambes cerebraux, on en a parlé. Je me reconnais dans le manque de fer, merci, oui, parce que c'est très, très souvent ça. Très souvent ça. D'autres questions?
Alors, Lydie, elle a mis… Je vais lire le livre, c'est sûr. Oui, oui peut-être, pourquoi pas. Alors, il est sur le même… Là, je n'ai pas eu le temps, mais on connaît un petit peu plus comme étant… Graziella me connaît plus comme étant… voilà, là, je cours, hein, vraiment, j'ai fait un marathon parce qu'on passe une journée là-dessus tranquille, quoi. Voilà. Le livre, il est fait de la même façon, c'est-à-dire, il est assez ludique, on va dire, voilà. Et j'espère avoir été relativement sobre dans les termes que j'ai utilisés, quoi. Alors, il y a encore 2 questions, Patrick. Quelqu'un qui ronfle très fort, fait-il automatiquement des apnées du sommeil? Non, pas obligatoirement. Il faut regarder vraiment si cette personne, effectivement, va aux toilettes la nuit. Ça, c'est un signe vraiment tout à fait intéressant. Et si la personne fait des arrêts respiratoires. Ça, ce sont des… Après, alors, pour aujourd'hui, moi, je ne suis marié avec personne, c'est-à-dire que je n'ai aucun intérêt, quel qu'il soit, hein, d'accord? Mais par exemple, là, j'ai testé ça il y a quelques mois. C'est un capteur que l'on peut mettre ici sur le menton et qui fonctionne et aujourd'hui est fiable à 90%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça peut être un outil de pré-évaluation des apnées du sommeil. Il y a des tas de capteurs qui sont là-dedans, c'est tout à fait intéressant. Tu peux peut-être nous mettre dans le chat comment il s'appelle, si certains sont intéressés? Oui, je suis en train de chercher le nom. C'est un capteur. Vous faites. Alors, je vais vous mettre au boulot. Capteur, c'est des Belges hein, qui font ça. Je suis en train de. Vous voyez, je suis tellement branché. Ah, c'est peut-être marqué dessus. Non. Je ne me rappelle plus. Capteur belge, mesure d'apnée du sommeil. Voilà. Vous devriez trouver. Et ça a été notamment aussi développé avec quelqu'un de Lyon, un professeur de Lyon, de médecine somnologue, bien évidemment. Je suis en train de chercher Sunrise. Voilà. Sunrise, ouais. Voilà. Okay. Je vais noter ça là. Je vais noter ça dans le chat. Et tu as une autre question, lire sur son smartphone, bonne ou mauvaise idée? J'allais dire, ça dépend un peu de l'heure déjà, peut-être, mais vous avez bien compris qu'1 à 2 heures avant, vraiment, cette lumière. Alors, je vais vous donner un tuyau quand même. D'abord, si vous lisez sur votre smartphone le soir, ou vous utilisez le smartphone, vous savez que sur vos téléphones, vous avez des night shift, enfin des fonctionnalités qui vous permettent d'avoir un écran jaune. Hein, d'accord? Sinon, vous pouvez aussi acheter des blue blockers comme ça, voilà, qui sont des lunettes jaunes et qui vraiment coupent la lumière. Je ne sais pas, tiens, on va faire une expérience. J'aime bien faire les expériences. Je vais vous mettre ça. Je ne sais pas si ça va marcher, voilà. Et je vous mets ça. Voilà, vous voyez? Enfin, j'imagine que ça doit vous bloquer. C'est-à-dire quand vous êtes comme ça, moi, si je mets ça comme ça, là, je peux regarder sans aucun problème cette lumière. Ça me bloque la lumière bleue. Alors ça, c'est notamment utilisé depuis très longtemps au Canada, relativement peu en France, je ne sais pas pourquoi. Notamment, je ne sais pas, moi, j'ai en tête la centrale nucléaire de Flamanville avec qui j'ai beaucoup bossé, par exemple. Les gens sortent de la permanence de nuit, par exemple, et l'été, s'ils sortent donc au petit matin et rentrent chez eux, il peut être intéressant de mettre des lunettes comme ça pour éviter de trop activer le cerveau, puisque ça filtre cette lumière bleue. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Parce que le matin, évidemment, la vraiment difficulté pour les gens qui travaillent de nuit, c'est de pouvoir s'endormir alors que tout le corps dit hey, on y va, on bosse là. C'est compliqué. Donc, si vous bloquez avec des lunettes comme ça, donc lire sur son smartphone, d'abord, enfin, moi, je trouve que ce n'est pas très, très confortable. Et puis, mettez à ce moment-là les filtres qui existent en natif sur vos téléphones. Oui. Voilà. D'autres questions?
Alors, pour l'instant, non, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'ai mis dans le chat le Sunrise capteur apnée du sommeil. Alors, c'est un capteur, c'est juste, attention, hein, je dis bien, ça détecte à 90%, donc c'est plutôt un élément, alors c'est un usage unique, hein, ça doit coûter 80 €, quelque chose comme ça, et normalement, il faut le renvoyer, mais moi, je leur ai demandé de le conserver pour pouvoir le montrer, hein, voilà, tout simplement. Mais, et ça vous donne des courbes. Et quand c'est fiable à 90%, si on vous dit que c'est pas du tout, vous n'avez pas du tout d'apnée, parce que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des consultations dans des centres de sommeil. C'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que je pense que ça, demain, le Dream, là, bon, c'est vendu à un particulier, c'est des 500 € la première fois, puis après, ils sont descendus à 400. Ben, moi, j'en ai acheté 2, donc vous voyez, j'en avais pour 900. Tu te dis, ça fait un peu cher quand même. Mais au départ, ce n'est pas fait pour mesurer et servir de base dans les labos de sommeil. Hein, c'était fait, en fait, pour repérer vos ondes de sommeil profond et par transmission osseuse, renforcer ces ondes pour mieux dormir. Voilà, bon, ça c'est au départ. Et puis ils ont arrêté, donc, mais ça fait un mois que ça a arrêté grand public. Et je pense, moi j'avais vu un groupe de recherche sur le sommeil, alors on était pendant 3 jours à côté de Nice. Là. Le seul qui n'a pas parlé pendant ces 3 jours, c'était moi, quoi, parce qu'en fait, il n'y avait que des chercheurs, des gens qui travaillent au niveau du sommeil de la mouche. Vous voyez, donc la mouche est un animal tout à fait intéressant par rapport au sommeil, notamment parce que comme elle se reproduit vite, on voit tout de suite les modifications, l'effet des modifications qui sont faites sur ces gènes. Voilà. Et je peux vous assurer que tous les labos, ça c'était il y a 3 ans, étaient super intéressés par toutes les données qui sont récupérées là-dessus. Et je pense que demain, au lieu de passer des nuits à l'hôpital avec des tas de capteurs partout, je me demande, je vous dis, si Pesquet, il ne va pas tester, et je me demande si ce n'est pas cet équipement-là qui va tester. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci Patrick. On arrive à la fin. Il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. Et puis, comme d'habitude, on vous envoie le replay. On est à dispo, bien évidemment, pour vous transmettre aussi les coordonnées de Patrick. Et puis, rendez-vous le mois prochain pour le prochain Café Digital. Bonne nuit à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.